Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous voyez là, je suis pas dans ma chambre habituelle. Mon gros pépère qui est là, le deuxième qui est là. Et du coup, je vais faire mon petit retour sur NXT Vengeance Day plutôt rapidement et voilà, d'une manière que je ne fais pas habituellement. Voilà, je vais essayer de quand même laisser une petite place, peut-être pour mettre une photo du show ou un truc, je verrai. Je verrai ce que je fais. En tout cas, show dont j'ai envie de mettre en avant, malgré le main event que j'ai pas aimé, et j'ai aimé tout le reste. Voilà. Mais il faut quand même que j'avoue que le main event, je l'ai pas aimé. Et j'ai aussi envie de dire que, ouais, bon, je vais pas mettre de photos parce que sinon, je commence un peu à avoir mal au bras parce que juste avant, j'étais en train de faire une autre vidéo comme ça. Mais bon, de toute façon, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est surtout ce que je dis. Dans le monde du catch, surtout à WWE, on entend de plus en plus, oui, tel show est mauvais parce que c'est hyper prévisible et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vengeance Day était tout aussi prévisible que le Royal Rumble qui a eu lieu au tout début du mois, et pourtant Vengeance Day, ça reste un très bon show de catch. J'ai kiffé Vengeance Day. Pour moi, la plupart des matchs étaient mille fois mieux que ce qu'on a eu au Royal Rumble. À part le match par équipe, parce qu'il faut quand même avouer que DIY contre Motor Machine Gun, attends, c'est comment? Motor City Machine Gun, eux, leur match a été vraiment excellent. Pourtant, j'aime pas les matchs par équipe, je suis pas le plus grand fan, mais ce match a été incroyable. Le reste des matchs du Royal Rumble étaient à chier. Et je parle pas des résultats, forcément, de Jey Uso, Charlotte Flair et tout. Je parle vraiment des matchs en eux-mêmes qui étaient vraiment mauvais. Alors que là, pareil, on est sur un show qui est méga prévisible, parce que bon, la victoire de Stefan Waker, prévisible de fou. Fraxium, qui concerne les titres par équipe, prévisible de fou. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été détrônés. C'est prévisible de fou. Le seul match, honnêtement, qui m'a surpris, c'était Trick Williams contre Eddie Thorpe. Je m'attendais à une victoire de Trick Williams, comme c'est un peu le petit chouchou d'NXT et tout ça. Je m'attendais à sa victoire, il a perdu. Franchement, ça a été ma petite surprise. Bon, le match entre John Evans et Tan Page, bon, c'était pareil. À mon avis, c'était à peu près kiff-kiff, à mon avis, en termes de pronostic chez les gens, mais je pense que c'était quand même assez prévisible. Euh, le match d'Obafemi, c'était méga prévisible de fou. Le match de Giulia, c'était hyper prévisible de fou. Enfin bref, sur 6 matchs, allez, t'en as deux où tu pouvais te tromper sur les pronostics. Tout le reste, c'était prévisible de chez prévisible. Voilà. Et pourtant, si j'avais fait des pronostics, honnêtement, j'aurais eu 5 bons pronostics sur 6. Parce que, bah, je vais pas mentir, Trick Williams, jamais je le voyais perdre. Il a perdu, ça m'a surpris. Mais tout le reste, pour moi, c'était. Je me suis dit, bah ouais, ok, je m'attendais à ça. Et pourtant, j'ai passé un meilleur moment. Même le main event qui a été un peu pénible pour moi, c'était quand même mieux que la plupart des matchs. Ouais, c'est même mieux, clairement mieux que ce qu'on a vu au Royal Rumble. À part le match de DIY qui bon, était quand même mieux que le main event d'ici. Bon, plutôt faire des comparatifs. Mais également pour dire que un résultat prévisible ne veut pas dire qu'un show est mauvais, ne veut pas dire que des matchs sont mauvais. Et la preuve en est ici. Donc, le match, ça m'a étonné. Et en même temps, je me suis dit, ça confirme encore plus ce que je pense. Puisque le show a ouvert sur Fallon Henley contre Stephanie Waker pour le titre nord-américain. Et pour moi, le fait qu'ils aient mis ça en ouverture du show, pour moi, c'était obligé que ça soit pour sacrer Stephanie Waker championne. C'était obligé. Parce que t'aurais mis ça en milieu de show et tout, je me suis dit, bon, ok, c'est en milieu de show, Fallon Henley, elle va conserver. Le fait que ce soit en début de show, c'était clair et net. Comme ils le disent dans le jeu, hein, eux-mêmes, faut que le début, la fin, faut que ça soit hyper captivant, bien sûr le milieu aussi, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Si dès le début du show, tu accroches hyper bien le public, tu les réveilles bien, bah comme ça ils restent réveillés pendant tout le show, tu termines sur un truc excellent, ils rentrent chez eux, ils sont contents, et puis voilà. Donc pour moi, c'était obligé que l'ouverture du show, Stéphanie elle gagne, et surtout parce que j'en avais envie, parce que quand Stéphanie et Giulia sont arrivées, Stephanie Waker, moi, elle m'a fait une énorme bonne impression.
Alors je dis pas que Giulia m'a fait une mauvaise impression, mais encore aujourd'hui, je suis pas encore hyper convaincu de Giulia. Je dis pas qu'elle est mauvaise, mais je suis pas encore hyper convaincu, voilà, du, enfin je sais pas comment expliquer, mais voilà, le fait que tout le monde dise ouais, c'est une des meilleures, machin et tout. Quand on dit ça de Stephanie Baker, je le vois, je le comprends tout de suite. Avec Giulia, j'ai un peu plus de mal à le voir. Alors après, c'est peut-être aussi parce que c'est une catcheuse hyper technique et que moi, la technique, ça m'ennuie. Je suis pas hyper fan des catchs techniques. Tout comme je suis pas très fan des matchs avec des géants, voilà, les mecs comme Braun Strowman, comme Omos, comme le Great Khali, le Big Show. Bon, j'ai quand même une certaine sympathie pour ces catcheurs-là, mais ça n'empêche que leurs matchs sont quand même ceux parmi ceux que j'aime le moins, quoi. Mais voilà. Et, euh, et Giulia, c'est pareil, quand je la vois, elle est méga charismatique et tout. Ça, c'est impossible à reprocher. Mais dans le ring, je m'y retrouve pas. Mais après, c'est peut-être que moi, hein, parce que je suis pas fan de son style de catch. Donc, pour Stephanie Baker, moi je voulais qu'elle gagne et elle a gagné. Le match en vrai il était vraiment cool. En même temps, Fallon Henley, c'est pas une mauvaise catcheuse. Voilà, en plus elle a encore des années pour apprendre et tout. Donc la faire affronter des meufs comme, je veux dire, comme Tiffany Stratton, comme Stephanie Baker, c'est une très bonne idée. Et le match en lui-même était pas mauvais. Euh, Surtout que Stephanie Baker ressort comme une championne hyper forte, notamment du fait qu'il y a eu beaucoup de triches de la part comment ils s'appellent leur groupe à Fallon Headley? Non, c'est pas marqué là sur le site, c'est pas je sais pas si Fatal Influence c'est ce clan-là ou si c'était le clan dont faisait partie Sonia Deville. Je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle ce clan-là. Euh, mais en tout cas, il y a eu pas mal de gruges. C'était plutôt intéressant. Il y a eu même eu tentative de disqualification parce que bah, du coup, si Jessie Jane arrivait à porter un coup euh, à, à Stephanie Baker, bah, du coup, elle arrêtait le match et Stephanie Baker, elle gagnait, mais par disqualification. Donc, Fallon Henley gardait le titre. Donc voilà, on a quand même mis Stephanie Baker énormément en danger. Elle s'en est très très bien sortie. Nouvelle championne. Je suis très heureux parce que bah, Stephanie Baker, c'est une figure que moi j'aime beaucoup, que j'ai hâte de continuer à suivre à travers les années. Même si je pense que comme Giulia, à mon avis, c'est des filles qui resteront pas hyper longtemps à NXT. Mais pour l'instant, voilà, je prends du plaisir à la voir à NXT. Anne Moser a fait un très très beau opener avec sa célébration et tout. C'était très très cool. Ensuite, on a eu le match par équipe, donc Fraxium contre Josh Briggs et Yoshiki Inamura, donc catcheur que je ne connaissais pas du tout, hein, ce japonais, c'est la première fois que je le voyais, avec ce coupe de cheveux hyper chelou là où t'as tout un côté rasé et le reste intact, parce qu'au début, pardon, quand je le voyais avec le côté rasé, moi je croyais qu'en fait il avait juste une longue crête, comme certains personnages de jeux vidéo et tout ça. Et quand à un moment donné on le voyait de l'autre côté, on voyait que là il y avait des cheveux, je me suis dit, mais elle est hyper chelou sa coupe de cheveux. Mais en vrai, ça lui donne un style qui était assez marrant. Euh, mais pourtant dans le ring, il était pas marrant du tout, il était très sérieux, et le match en vrai était très très cool, parce que c'était vraiment un match entre les petits mecs hyper rapides, hyper agiles et tout, contre les big men, entre guillemets, hyper puissants, peut-être moins rapides, mais hyper puissants et tout. Ça a donné des très beaux trucs. Genre, on a eu un Canadian Destroyer porté sur Josh Briggs qui l'a vendu super bien. Parce que ça doit pas être hyper simple avant ce genre de prise quand on est un gros gabarit. On a eu aussi un move que moi j'ai adoré qui est très simple, hein, mais c'est le Shock Slam de Josh Briggs sur le genou de son partenaire. Je sais plus si c'est, je crois que c'est Axiom qui le prend et tout, c'était vraiment très cool. Mais franchement, j'ai passé un super moment devant ce match, entre ce côté vitesse contre puissance et tout, enfin c'était trop cool. Après, j'ai été un peu déçu de la fin parce que j'adore Fraxium, enfin j'adore surtout Axiom. Nathan Fraser, je l'aime un petit peu moins. Je l'aime bien, mais je l'aime un peu moins qu'Axiom. Mais surtout, j'en ai marre en fait qu'il soit champion depuis très longtemps. Ils ont battu des vétérans comme merde, comment ils s'appellent, Luke Gallows et Carl Anderson. Je ne me souviens plus de leur nom d'équipe, mais bon, vous avez au moins les catcheurs.
Voilà, ils ont battu des vétérans comme eux, ils ont battu quasiment toutes les équipes qu'il y a à NXT, et tu te dis, bon, bah, au bout d'un moment, ce serait bien qu'ils passent à autre chose. Ce serait cool. Moi, j'aimerais bien voir Axiom retourner dans la course à la coupe qu'il a possédée à l'époque où il portait pas de masque et que je crois qu'il avait un autre nom. Voilà, j'aimerais bien le voir faire des trucs comme ça, ou aller sur le nord-américain. Enfin voilà, dans le match, il le disait, oui, ils ont risqué leur carrière par équipe parce que chacun d'un moment est parti sur ses aspirations solo. Sauf que moi, j'aimerais qu'ils aillent vraiment dans leurs aspirations en solo plutôt que de rester en équipe. Bon, après, c'est mon avis personnel, mais tu vois, t'as l'impression que si aucune équipe normale, enfin jeune peut les battre, qu'aucune équipe de vétérans peut les battre, que ni des big men puissent les battre, et tu te dis, mais au bout d'un moment, qui va les battre en fait? T'as l'impression que personne peut les battre. En plus, il n'y a pas tant d'équipes que ça à NXT. Donc voilà, ce serait bien qu'au bout d'un moment, quelqu'un d'autre prenne des titres et que Axiom et Fraser puissent faire autre chose en solo. Mais si on les envoie pas faire autre chose en solo, c'est juste qu'il n'y a pas de plan pour eux et ça, c'est très triste. Bref. En tout cas, le match était excellent. Je crois qu'on a eu une fin avec une prise en équipe de Fraxium sur. Je sais plus si c'est Josh Briggs ou le japonais qui l'a pris. Mais voilà, en tout cas, petit move en équipe, ça termine le match. Je crois que c'était sur. Comment il s'appelle? Yoshiki Inamura. Parce que Josh Briggs, il s'est pris un truc à l'extérieur de mémoire. Mais le match était vraiment très très bon. Passé un super moment, encore une fois, comme pour DIY contre Motor City Machine Gun. J'aime pas de base les matchs par équipe, mais ceux-là, franchement, ils étaient très cool. Ensuite, on a eu Trick Williams contre Eddie Thorpe pour en strap match. Euh, le match était très cool, même si j'ai pas compris pourquoi à NXT les règles ont changé. Puisque dans les strap matchs, normalement, t'as trois façons de gagner. Le tomber, la soumission ou taper dans les quatre coins. Alors oui, taper dans les quatre coins, ça fait un peu concon, c'est difficile à bouquer par moment, euh, mais ça donne quand même une façon de gagner en plus. Là, pendant le match, je vous ai dit, de toute façon, c'est simple, c'est tu gagnes soit par tomber ou par soumission. Sauf que techniquement, bah, t'as comment dire, une règle en plus pour les trap matchs. Donc je sais pas pourquoi pour ce match-là, ils ont décidé de pas garder la règle. Sinon, le match en lui-même, il était plutôt bon. Ça n'a pas été mon match préféré parce que bah, j'aime bien Eddie Thorpe, mais je suis pas hyper fan de Trick Williams. Ça, vous le savez depuis longtemps, hein, depuis sa rivalité avec Carmelo Hayes. Moi, j'avais toujours été du côté de Melo. Après, Trick Williams, il fait du très bon travail, hein, ça on peut pas le nier, mais tu vois, c'est un peu comme LA Knight, comme Jey Uso, que tout le monde kiffe. Je reconnais que ces gens-là sont hyper charismatiques, sont hyper cool et tout. Mais en dehors de ça, c'est trois mecs avec qui j'arrive pas à rentrer dans le délire. Voilà. Mais le match était plutôt sympa. On a senti toute l'intensité entre les deux catcheurs. C'était plutôt cool. Les straps ont plutôt bien servi, voilà, bon, surtout pour se frapper et tout. Mais bon, en même temps, tu peux pas faire grand-chose de plus avec le strap. Voilà, on a eu une petite baston avant que le match commence et tout. Enfin bref, c'était vraiment cool. Voilà, c'était une baston entre deux mecs. Et que moi en plus je trouve très utile le strap match parce que quand en plus t'as un heal un peu fuyant et un face, bah, le fait qu'il soit attaché, le heal il peut plus fuir, il est obligé de faire face à son adversaire. Et moi c'est un truc que j'aime beaucoup avec le strap match. Voilà. En tout cas, le match était sympa, pas mon favori, mais c'était plutôt sympa. Le final, il m'a surpris parce que euh, Eddie Thorpe, il va en gros utiliser les cordes, parce que je crois qu'il va esquiver un coup de Tricolore, un truc comme ça. Sauf qu'en fait, en esquivant, Tricolore va se retrouver avec la sangle entre les jambes, et du coup, bah, Eddie Thorpe, il en profite, il tient les cordes, paf, il lui relève, ce qui fait que Trick Williams, il se frappe tout seul dans les parties, enfin, il se frappe tout seul dans les parties, vous voyez ce que je veux dire. Et Eddie Thorpe, il enchaîne avec un coup de genou, Trick Williams KO. Et là, vraiment, quand il fait le tomber et que l'arbitre il compte jusqu'à 3, j'ai été méga surpris. Je me suis dit, quoi? Ça y est, le match il est fini, il a gagné? Ok, bon, je m'y attendais pas du tout. Donc c'était sympa. Voilà, on va passer à la suite. Ensuite, on a eu Jevon Evans contre Ethan Page.
À nouveau, on est sur un match entre deux adversaires, voilà, qui ont des comptes à régler et qui les ont bien réglés, hein. Encore une fois, le match, là, cette fois, il n'y avait pas de stipulation, mais le match a été assez violent. Les deux, on a senti l'intensité, ils se sont rentrés dedans, ça s'est bien vengé. Par exemple, Jevon Evans, où on disait que oui, sa mâchoire, il avait pris un sale coup et tout, qu'on lui a mis un protège-dents pour se protéger. D'ailleurs, il y a un des commentateurs qui a dit un truc des plus stupides que j'ai entendu, parce qu'il fait, ouais, Jevon Evans, il galère parce qu'il a son protège-dents, et quand tu portes un protège-dents, ça fait que tu respires pas très bien, parce qu'en fait, il faisait référence au fait que Axiom, avec son masque, on voyait pas ses expressions. Alors, c'était enfin, les commentaires en français que j'avais. Et il fait, oui, du coup, il doit avoir du mal à respirer avec le masque, machin. Et dans le cas d'Axiom, on peut imaginer que oui, il a un masque intégral, on peut s'imaginer qu'il ait du mal à respirer et tout. Par contre, dans le cas de Jivan Evans, ben non. Non, en fait, juste non. Moi, j'ai fait de la boxe pendant 1 an. Je portais exactement le même protège-dents que Jivan Evans, c'est-à-dire que le protège-dents que tu mets juste en haut, à zéro moment, ça t'empêche de respirer. Alors, ça t'empêche de parler, parce que tu peux pas parler comme il faut avec un protège-dents dans la bouche, mais à zéro moment, ça t'empêche de respirer. Et quand le mec il a dit ça, je me suis dit, mais alors lui, il a jamais fait de sport de combat, c'est pas possible. Pour sortir une énormité pareille, faut le faire, quoi. Mais voilà. En tout cas, le match, en dehors de cette connerie racontée par le commentaire, était plutôt pas mal. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Oui, je voulais venir sur le fait que Jevon Evans, qui montrait des radios, de la dent, des machins et tout, avait pu se venger notamment en remettant lui-même un gros coup de pied dans la mâchoire de Ethan Page quand il était au sol. Derrière pas Ethan Page, à un moment donné, qui avait du sang et tout. Enfin, ça rendait le match encore plus badass et tout. C'était vraiment très cool. Euh, Jevon Evans surtout nous a fait ces trucs un peu habituels qui sont vraiment très très impressionnants. Ethan Page a fait son heal habituel, bah, avec toute l'intensité, parce que Jevon Evans c'est toujours très cool, très posé. Là, quand il arrivait, il était sérieux direct, et ça, j'ai vraiment kiffé. Donc voilà. Et j'ai pas noté plus de choses, hein. Voilà, Ethan Page qui a réussi à gagner en déstabilisant Evans, en lui faisant perdre son protège-dents, et après, forcément, en faisant son finisher. C'était sympa. Voilà, j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, un autre match qui était excellent dans cette soirée, c'est le Grayson Waller contre Bafemi contre Austin Theory. Bon, le, comment dire, le final, on s'en doutait tous, hein. On doutait bien qu'un membre du roster principal n'allait pas gagner le titre principal d'NXT, mais ça n'a pas empêché de donner un super match. En même temps, on a trois athlètes qui sont excellents. Forcément, on a un bon match. On a pendant très longtemps essayé de nous mettre du suspense sur cette équipe de Grayson Waller et Austin Theory. Est-ce qu'ils vont faire équipe contre Bafemi? Est-ce qu'ils vont s'affronter? Donc, bien sûr, quasiment tout le long du match, ils vont faire équipe contre Bafemi. Il y a juste un petit moment où ils vont essayer de commencer à s'affronter, et puis Boafemi revient dans le match, et du coup, finalement, ils redécident de faire équipe. D'ailleurs, Obafemi, qui est déjà très fort, ça le construit encore plus fort de gagner ce match, parce que, euh, comment dire, ça le rend encore plus fort, parce que ben, à chaque fois, il se débarrassait de deux mecs en même temps. C'est-à-dire que même le commentaire, encore une fois, cette fois plus intelligent, le disait, on a plus l'impression de voir un match handicap qu'un match triple menace. Et du coup, ben, c'est clairement ce qu'on a eu. Et du coup, ça rendait Obafemi beaucoup plus dangereux. Enfin, ça le rend maintenant plus dangereux de survivre à ce genre de match. Et puis voilà, après, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Le match était très cool. On a eu des tensions entre l'équipe Ayton Dawn, voilà, avec notamment euh, quand Christian Waller fait la descente du coude à travers une table à l'extérieur du ring, et que Austin Theory se dit bon allez hop, j'en profite pour faire un tombé vite fait sur Obafemi qui passera pas, mais
forcément, ça met un peu de tension. Et je crois qu'à la fin, ouais, c'est ça, à la fin, Grayson Waller, il veut faire son finisher sur Obafemi, Obafemi, il esquive, du coup, c'est enfin, Austin Theory qui se prend le finisher. Euh, et du coup, bah, Obafemi, ensuite, il se débarrasse de Grayson Waller pour conserver son titre. Et franchement, c'était très cool. Encore un très très bon match, très solide, avec trois catcheurs qui sont très bons. Moi, j'ai toujours kiffé Grayson Waller, Obafemi aussi. Austin Theory, moins, j'ai beaucoup eu de mal en fait avec sa construction, pardon, de l'époque Vince McMahon qui, bah, comme avec John Cena à l'époque, ou voilà, ou même Roman Reigns, mais moi j'ai pas connu l'époque où il forçait avec Roman Reigns, moi j'ai connu l'époque où il forçait avec John Cena, et c'est vrai qu'avec Austin Theory, pareil, on sentait le forcing quand ils l'ont foutu champion des États-Unis et tout, on le sentait à mort le forcing, et bah, malheureusement ça faisait que moi personnellement j'aimais pas Austin Theory, malgré qu'athlétiquement ce soit vraiment très très bon. Et forcément, bah, voilà, trois mecs comme ça donne forcément un très bon match. Et ensuite, on a eu le main event, donc Giulia qui défend son titre contre Roxanne Perez, contre Cora Jade, contre Bailey dans un Fatal 4-Way. Et ben, c'était pas ouf. C'était pas ouf à mes yeux parce qu'il y avait trop de monde. Le 4 personnes, je trouve qu'en fait, la WWE gère beaucoup mieux les triples menaces que les Fatal 4-Way. Là, c'était un peu bandélique. Déjà, on nous a fait la tour, là, vous savez, la tour où tu as une personne qui prend quelqu'un en mode powerbomb, sauf que cette personne-là tient quelqu'un en mode souplex, et puis bon, tu vois, ça fait une énorme tour et tout. Oh, je déteste ce truc, c'est débile, ça ne sert à rien. Je déteste quand on fait ça, encore plus dans les matchs par équipe. Tout dans les matchs par équipe, du coup, tu fais du dégât à tes propres alliés, ça n'a aucun sens, mais bon. À chaque fois qu'ils font ça, le public est en train de chanter, hyper heureux et tout. Je me dis, mais c'est complètement débile. C'est complètement débile d'être heureux sur un truc qui ne fait pas sens dans le match. Bon, là, tout le monde est adversaire, donc à la limite, ça va. Mais quand tout le monde est. Enfin, quand t'as des équipes et qui font la même chose, ça n'a aucun sens d'être heureux après ça. Enfin, bref. Après, je comprends, le move, il est impressionnant et tout, mais il est complètement débile. Bref. Du coup, comme je disais, le match, il y a des choses que j'ai pas aimées. Déjà, quand on prend les quatre catcheuses, on a Bailey qui est une de mes catcheuses préférées. On a Roxane Perez qui est une de mes catcheuses préférées. On a Cora Jade que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas une de mes catcheuses préférées, mais j'aime beaucoup, mais qui a moins d'expérience que les autres, et ça se voit tout de suite dans le match. Alors, elle n'a pas fait tâche, elle a fait du très bon travail, mais tu le vois tout de suite qu'elle n'a pas le même niveau que les autres. Et ça, ben, malheureusement, ça se voit. Si on avait eu un triple menace en enlevant Cora Jade, je pense que le match aurait été beaucoup, beaucoup mieux, parce qu'on n'aurait pas eu cet aspect, t'as telle catcheuse qui est un peu moins bonne que l'autre. Et ça, c'est un peu dommage. Euh, Après, il y a Giulia, et pareil, comme j'en ai déjà parlé en début de vidéo. Du coup, comme il dit que c'est la vidéo dans une chose différente, voilà, parce qu'il y a du monde qui est arrivé pendant que j'étais en train de parler. Mais du coup, voilà, Julia, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Voilà. Voilà, je trouve très charismatique et tout, mais je la connais pas suffisamment, ou j'ai pas suffisamment de choses qui m'intéressent comme Stephanie Baker pour vraiment apprécier son catch. Donc voilà, d'une certaine manière, le match pour moi aurait été mieux à 3. Mais c'est laissé comme ça. En plus, c'est difficile de savoir qui va gagner. Enfin, pas ça. Enfin, comment donner. Comment dire ça. Au contraire, c'est plutôt facile de savoir qui va gagner, en sachant que Roxane Perez, elle est clairement envoyée au roster principal. Hein, elle s'est qualifiée actuellement au Elimination Chamber au moment où je vous parle. On a Bailey qui fait partie du roster principal, qui d'ailleurs est en rivalité avec Roxane Perez plus que les autres. Cora Jade, bon, qui elle est d'NXT, qui était en rivalité avec Julia, donc à la limite, Cora Jade, ça faisait sens, même si c'est la moins expérimentée des quatre. Et voilà. Et forcément, le match, bah, j'ai pas forcément de moment marquant là ou dans les autres matchs. Il y a tous au moins un moment qui m'a marqué.
Là, il n'y a rien du tout. À part la tour, je me suis dit, enfin, c'est un moment marquant, mais plus dans le sens, bah, si c'est chier, ils ont encore fait ça. Euh, Parce que le match, ils ont fait ce qu'ils font habituellement avec les triple threats. Donc, t'en as un qui se fait envoyer en dehors du ring, et puis après, t'en as deux qui combattent et tout. Et que là, ils sont à 4. Donc, bah, à 4, c'est moins passionnant que quand ils sont à 3, je trouve. La dynamique, je trouve qu'elle fonctionne un peu moins. Surtout, par exemple, quand tu trouves notamment avec Bailey contre Julia ou contre Courageux dans le ring, bah, tu vois, ça fait pas trop sens parce qu'ils sont pas en rivalité spécialement. Encore Roxane Perez Julia ou Courageux Julia, ça fait sens. Julia, elle a pris de Roxane Perez. Euh, Cora Jade, voilà, ça arrive avec Julia, puisque elle a fait son retour pendant le championnat de Julia il y a déjà un petit moment et il avait coupé sa chance et tout. Puis ensuite Julia a eu sa chance et a gagné le titre en bref. Donc voilà, mais à un moment donné, bon, la Cora Jade qui trahit Roxane Perez, bon, ça, il fallait s'y attendre entre les deux, ça sera la deuxième fois que Cora Jade trahit Roxane Perez. Mais voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment des moments incroyables. En plus, la fin, elle est juste hyper prévisible de fou. Vraiment, dès que chacune a commencé à faire son finisher sur chacune des autres, genre, je sais plus c'est qui fait. Il y a une personne qui fait son finisher, qui tente de tomber, une qui arrive, qui l'empêche, qui fait son finisher, qui tente de tomber, et puis ainsi de suite. Jusqu'à ce que ce soit le tour de Julia et qui gagne le match et du coup qu'on sort son titre. Je me suis dit, mais ce final, en vrai, il est mauvais de chez mauvais, quoi. S'il y a bien un truc que je déteste dans les matchs à plusieurs, genre les Survivor Series, ils faisaient beaucoup ça dans les Survivor Series matchs. Euh, C'était que d'un coup, t'as tout le monde qui est rentré dans le ring pour faire son finisher, chacun son tour et tout. Ça, c'est vraiment un truc que je déteste dans les matchs à plusieurs. Et là, finir un match de championnat là-dessus, automatiquement, déjà pour moi, ça fait que je reste clairement sur ma fin. C'était la pire conclusion qu'il peut y avoir dans ce genre de match. Alors, j'exagère un peu quand je dis le pire, mais pour moi, c'est vraiment quand même un truc que je déteste. Les fins, je devrais pas être sorti. Il hésite à passer, qu'il y a son coussin qui est juste là, sauf que Là-bas, il y a Loki. Ici, il y a mon ordi. Donc il sait très très bien qu'il doit pas marcher sur mon clavier. Hein, contrairement à Loki qui lui des fois hésite clairement pas à marcher dessus. Donc il sait qu'il doit pas marcher dessus, mais en même temps il aime pas trop être proche de son frère, il aime pas être collé à son frère, donc le petit con il a préféré repartir plutôt que d'aller à son coussin à côté de moi. Non mais bref. Et donc voilà, donc le main event pour moi ça reste un match sympa. Je veux dire, tout le temps ils ont combattu les unes contre les autres, même si c'était bon, t'es en mode Fatal 4-Way, mais au final c'est juste du une contre une dans le ring à chaque fois et quelqu'un qui revient, et puis les autres qui dorment et tout, ça c'est un peu dommage. Mais dans la globalité, les échanges qu'il y a eu étaient plutôt sympas, corrigés d'un peu en dessous, mais qui s'en est quand même bien sortis. Et puis bah moi franchement ouais, il y a quand même c'est la tour et la fin où c'est juste allez hop on balance tous nos finishers les uns après les autres et puis voilà on termine le match. Voilà, tout ça m'a un peu plombé le match et c'est dommage. Après, il y a eu deux faits marquants pendant le show. C'est qu'il y a une sorte de nouveau clan qui a fait ses débuts, un peu à la mode Rétribution. Rétribution qui avait fait ses débuts dans le roster principal, avait attaqué tout le monde, détruit le ring ou je sais plus quoi. Enfin, ils avaient fait un truc du genre. Euh, et là, les mecs, ils ont dégommé euh, Josh Briggs, son équipier et Fraxium à la fin du match par équipe, où il y avait une marque de respect entre chaque membre. Donc ça veut dire que Josh Briggs est devenu face, parce que moi, la dernière fois que j'ai regardé un épisode de NXT, Josh Briggs, c'était quand même un perso un peu chelou, peut-être un peu plus proche du personnage heel que du personnage face.
Même si, voilà, il penchait quand même un peu plus vers le face que le heal, mais ouais, il avait quand même un personnage un peu dans le milieu, quoi, comparé à Brooke Jensen, qui lui est totalement heal. Enfin, en tout cas, des dernières fois où j'avais regardé. Euh, donc, nouveau clan qui est arrivé, qui a cassé la gueule à tout le monde. Là, au moment où j'enregistre aux États-Unis, le NXT est sûrement terminé. Donc, on verra un peu les résultats un peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, vas-y, fais ton choix. Voilà, tout ce qu'ils voulaient, c'était aller là. Et du coup, voilà, on verra ce qu'ils veulent, comment ils vont s'appeler, qu'est-ce qu'ils veulent faire et tout. Voilà, on verra, ça peut être intéressant. En tout cas, il y en a. Ce qui est un peu dommage en fait, c'est qu'ils leur ont mis juste des bandeaux qui vont au niveau du nez. Ça fait que pendant qu'ils faisaient leur move et tout, des fois il y en a qui perdaient leur masque, passaient leur temps à les remonter et tout. Ça, c'est un peu dommage parce que bah, ça cassait un peu le délire. Et il y en a un qui est, je crois, Dion Lennox, Dion quelque chose, un truc comme ça. Un mec qui était dans le Breakout Tournament de 2024 que Obafemi a gagné. Et je suis quasiment sûr que, que le mec, je crois que c'est Dion Lennox ou un truc du genre, je suis quasiment sûr que lui il fait partie de ce groupe parce que j'ai reconnu à moitié son visage et tout. Si ça se trouve, je peux me tromper. Mais je suis quasiment sûr qu'il y a au moins un mec du Breakout Tournament masculin de 2024 qui est dans ce clan. Voilà. Et forcément, le deuxième fait notable du show, en dehors des matchs, c'est Jordynne Grace. Voilà, c'est officiel. Elle est à NXT. Elle a posé devant Stephanie Baker et Giulia qui célébraient ensemble. L'une qui a conservé son titre, l'autre qui a gagné un titre. Et, euh, et voilà, donc Jordynne Grace, on verra vers quelle ceinture elle ira. Mais au moins, voilà, cette fois, c'est officiel. Elle est là. C'est plus qu'une apparition Royal Rumble cette année, l'année dernière. Maintenant, elle est là. À voir, est-ce qu'elle remportera quelque chose ou pas prochainement. Et à mon avis, on aura la réponse à Stand and Deliver. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Fait un peu, voilà, à la va-vite, un peu de manière simpliste. Mais en même temps, techniquement, je suis en vacances. Donc voilà, je vacances dans ma famille. Là, pendant 1 ou 2 jours, je vais aller bosser sur des projets avec un ami. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très simpliste comme vidéo. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Vengeance Day. Est-ce que vous avez aimé ou pas? Est-ce que pour moi vous avez été déçu du main event ou pas? Moi, c'est la seule chose où j'ai été déçu en termes de match. Le reste, j'ai plutôt aimé tout ce qui s'est passé. Et sinon, euh, dites-moi si pour vous aussi, ce show est la preuve que être prévisible, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Dites-moi ça en commentaire. Sinon, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis bah, je vous dis à très bientôt. Ciao.